Une histoire particulière. Les strigidés regroupent des rapaces à activité nocturne présents sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Elle comprend 26 genres et 216 espèces. Dans cette grande famille, nous trouvons la chevêche, le duc, le petit duc, le grand duc, le ketoupa, le hibou, le ninox, la nyctale et la chouette, bien sûr. C'est fou ce que l'on peut apprendre rien qu'en écrivant ce petit texte de présentation. C'est aussi ce que Sacha Corso et François Test ont dû se dire en découvrant l'autre signification de la hulotte, qui n'est a priori pas seulement qu'un animal à plumes. Qu'est-ce que représentait la hulotte dans votre jeunesse ? Une source d'émerveillement, une sorte de... C'est un ovni. C'est quand même un objet bizarre, parce que on est en noir et blanc, il n'y a pas de photo. On peut pas dire que ce soit un journal qui soit très engageant au premier abord. Hein. C'est marrant parce que c'est un magazine qu'on aime avoir et qu'on aime donner. On n'a pas envie de le garder plein de poussière dans sa bibliothèque, on a envie de le transmettre et de le donner. Il y a des petites anecdotes qui sont toujours sympas, c'est hyper facile à lire et on est surtout sûr de la fiabilité des sources. Et s'il y avait quelque chose qui pouvait être amélioré sur la hulotte, est-ce que vous auriez quelque chose, un point précis ? En faire plus. En faire plus pour qu'on en ait encore plus à lire et encore plus à découvrir. Les 50 ans de la hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Par Sacha Corso et François Test. Premier épisode, l'envol de la hulotte. La hulotte est une revue naturaliste qui mêle des textes et des dessins scientifiques et humoristiques. D'un petit format A5, elle se glisse dans la poche pour les sorties terrain. Créée en 1972, la hulotte se tire à plus de 150 000 exemplaires et elle en est actuellement à son 113e numéro. Mais attention, ne la cherchez pas en kiosque, elle ne se vend que sur abonnement. Pierre Déhomme est l'unique auteur et illustrateur de la hulotte. Il habite dans les Ardennes, à mi-chemin entre Reims et le Luxembourg, dans le petit village de Boultaubois où nous nous sommes rendus. Nous le rencontrons dans son bureau lumineux qui surplombe la nature et donne au loin sur la forêt ardennaise. Pierre Déhomme, dans quelques mois, on fête les 50 ans de la hulotte. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière ? Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions a été créée la hulotte ? Oui, la hulotte a été créée en janvier 72. Et à l'époque, j'étais instituteur dans un petit village des Ardennes. Et avec quelques amis, on avait créé la Société de protection de la nature des Ardennes à une époque où l'écologie n'était pas du tout à l'ordre du jour. Le mot écologie n'existait même pas dans son acception politique, comme aujourd'hui. Et donc, on avait pris conscience des dangers qui menaçaient la nature grâce à des livres comme celui de Jean Dorst, Avant que nature meure. Jean Dorst, pour situer, qui a été directeur du Muséum d'histoire naturelle ? Oui, bien sûr. De la pollution, pour ce qui me concerne, en lisant le livre apocalyptique qui s'appelait Le Jugement dernier, de Gordon Taylor, qui avait écrit ce bouquin qui faisait le tour du danger qui menaçait la faune et la flore, et des solutions qu'il proposait, enfin bref. Et donc on était, à l'époque j'étais bagueur d'oiseaux, bénévole bien sûr, et j'étais extrêmement, vraiment inquiet, catastrophé de voir la destruction grandissante, galopante on peut dire, des milieux qui se passaient à cette époque, où l'argent coulait encore à flot, parce qu'on était à la fin des 30 glorieuses, et donc il y avait énormément de programmes de tout ce qui est catastrophique, c'est-à-dire les curages de rivières, calibrage de ruisseaux, enraisinement, remembrement à tout va, avec à la clé, bien sûr, destruction des haies, destruction des bosquets, et puis aussi destruction des marais. En principe, entre le moment où la rousserolle turdoïde commence à couver et le moment où le premier de ses petits casse sa coquille,
il s'écoule environ 14 ou 15 jours. Or voici, ô stupeur, que dès le 12e jour, c'est-à-dire avec au moins 48 heures d'avance sur l'horaire prévu, la femelle sent sous ses plumes un singulier remue-ménage. Serait-ce par hasard une rousserolle prématurée ? Non, hélas. Coucou ! C'est seulement bébé coucou qui, jouant les invités surprises, crève sa coquille de l'intérieur et s'en extrait péniblement à la stupéfaction générale. Coucou ! Ne sachant trop quoi faire, on a monté un projet auprès des enfants qui consistait essentiellement à faire un centre d'initiation à la nature où les classes auraient pu venir avec leurs professeurs et sous la conduite d'un animateur spécialisé, découvrir la vie de la forêt, la vie des marais. On avait choisi Boultebois juste à cause de la proximité des marais de Germont à 2 km d'ici. Et voilà, c'était notre projet. Et dans l'autre volet, c'était de créer des clubs de connaissance et protection de la nature, club CPN, qui existe toujours. Et le troisième volet seulement, vraiment c'est la troisième roue du projet, c'était de faire un bulletin de liaison entre ces clubs. Et ça, c'était la Hulotte. Donc je me suis chargé de cette partie-là parce que ça m'amusait de le faire. Et on a lancé les 1000 premiers numéros de la Hulotte dans les classes avec l'aide de l'inspectrice d'académie de l'époque, qui était une naturaliste et qui partageait nos angoisses en fait. Elle nous avait vraiment beaucoup aidé en nous permettant d'envoyer la Hulotte dans toutes les classes des Ardennes. Le but, c'était de faire des clubs, c'était pas de diffuser le journal. Et en fait, c'est une grosse déception parce que les clubs, il y en a eu très peu qui se sont faits. Il y en a eu une vingtaine seulement. On était très déçus. Par contre, le journal, tout de suite, s'est mis à s'envoler. Celui-là, c'était sur le sanglier parce que c'est pareil, ça me faisait rêver quand j'étais gosse, le sanglier. Je n'en avais jamais vu. Le hérisson. Et puis le chevreuil, parce qu'on allait se balader avec mon père dans la forêt. Et puis j'observais les chevreuils et j'allais regarder après les comportements sur la Hulotte. Et après j'ai fait un bouquin sur le chevreuil, une monographie sur le chevreuil. Mais quand on se promenait dans la forêt avec mon père, on regardait ça. Philippe Caruette, nous sommes ici dans le parc ornithologique du Marcanterre, dans la baie de Somme. Quel est votre premier souvenir de la Hulotte ? Oh là, mon premier souvenir, je l'ai dans les mains. C'est le numéro 12 de mai 73, j'avais 7 ou 8 ans, sur la chouette effraie. Et la chouette effraie, j'en avais jamais vu quand j'étais gamin. Ça me faisait un petit peu rêver, cette chouette tout blanche qui est pourtant dans les villages qu'on voit chez nous. Et puis ce numéro de la Hulotte, c'était à la fois une bande dessinée, puis c'était à la fois aussi très scientifique. Donc j'apprenais plein de choses. La Hulotte, c'était les clubs CPN. Donc je voulais faire aussi un club CPN, mais j'étais tout seul, ce qui est un peu compliqué. Un club CPN, un club de protection de la nature. Voilà, un club de protection de la nature qui était adressé surtout aux écoles, mais moi j'étais tout seul à les observer. Les copains, à l'époque, on observait quand même très peu la nature. Quand je me promenais dans la nature, je voyais des chasseurs, des agriculteurs, mais je voyais très peu d'ornithologues. Ces petits livrets, c'était des moyens de rêver, des moyens d'apprendre et puis des moyens de grandir, tout simplement. Au départ, vous vous dites, bon voilà, c'est un petit journal comme ça qui va s'adresser aux enfants, vous n'êtes pas trop exigeant, mais quand vous voyez des gens que vous admirez comme Géroudet, le grand prêtre de l'ornithologie européenne, qui prend un abonnement à la Hulotte alors que jusque-là, je me contentais d'aller piocher des idées chez lui. Vous dites attention, quoi. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Et vous devenez de plus en plus exigeant, de plus en plus pointilleux et accumuler une documentation toujours plus grande. Un jour, poussé par la curiosité, j'ai voulu savoir ce que mangeait très exactement la Hulotte. Des lapins ? Des lièvres, des chevreuils, des petits-enfants. Comment se faire une opinion ? Alors, une sorte d'ampoule s'est allumée dans ma tête et j'ai eu ce que l'on peut appeler une idée de génie.
il suffisait d'analyser les pelotes de réjection. Vous savez, les pelotes de réjection, ce sont ces sortes de boulettes grisâtres que l'on découvre parfois sous les épicéas ou dans les greniers et qui contiennent quantité de fragments de crâne et de petits squelettes. Au départ, la Hulotte est ce bulletin de liaison. Dans le premier numéro, vous consacrez un article à la Hulotte, d'où le nom de la revue, j'imagine ? Non, le nom de la revue, je l'ai choisi en essayant de trouver un nom d'animal, d'oiseau, parce qu'à l'époque, il n'y avait guère que les oiseaux qui m'intéressaient. Et j'ai cherché un nom qui soit à la fois d'un oiseau que j'aimais, et la Hulotte, c'est un oiseau que j'ai toujours adoré parce qu'elle a un chant sublime, magnifique, à la fois terrible et mélancolique. C'est l'oiseau, la Hulotte, qui est utilisé pour illustrer tous les films où vous voulez créer une ambiance nocturne un peu inquiétante. Et d'autre part, j'ai trouvé le nom marrant, qui se prenait pas trop au sérieux. Et donc ça m'a séduit aussi. Et la troisième chose, c'est que la Hulotte, c'est un petit personnage qui tient sur ses deux pattes que je pouvais caricaturer. C'est un oiseau un peu humanoïde. Et voilà pourquoi j'ai choisi ça. Et donc comme le journal, j'avais décidé de l'intituler La Hulotte, le premier article que j'ai fait, c'est évident que j'allais parler de cet oiseau-là. Il y en a plein des numéros que je préfère. Il y a évidemment celui que j'ai connu en premier, qui est le numéro 36-37, spécial épicéa, mais avec plein d'autres choses dedans, autres que l'épicéa, notamment la martre des pins, qui était un des premiers grands moments de mes lectures de la Hulotte, et confrontation à l'humour d'entrée. Luc Gomel, vous dirigez le parc zoologique de Montpellier. Quelles sont, d'après vous, les qualités de la Hulotte ? En premier lieu, c'est d'être pédagogique. C'est vraiment une revue qui est excellente de ce point de vue-là. Et quand je dis pédagogique, c'est-à-dire qu'on apprend plein de trucs, on découvre plein de choses, et on le découvre avec plaisir. Quel est le projet pédagogique que vous avez en tête, Pierre Desrond ? Alors, mon projet est tout simple. C'est d'expliquer aux gens qu'ils ont autour de chez eux un trésor fabuleux qui est la nature toute simple, pas forcément ce qu'ils voyaient à la télé à l'époque, parce que la télé c'était à l'époque de Daktari, et la vie des animaux c'était les zèbres, c'était les lions, etc. Bon, c'est très intéressant, bien sûr, mais rien sur les renards, rien sur les buses, rien sur les oiseaux banals qu'on a dans la haie près de chez soi. Et donc je voulais montrer que la moindre fleur sauvage, comme par exemple la cardère sauvage, on peut raconter une histoire formidable sur elle. Comment est-ce qu'elle est arrivée là ? Comment est-ce qu'elle a réussi à subsister ? Quels sont les dangers qui la menacent ? Quelle est sa stratégie ? Elle a une stratégie, la cardère. Vous savez, ce sont ces chardons magnifiques qui poussent le long des routes. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est de montrer que une espèce banale peut être passionnante. Et j'avais vraiment la volonté, je l'ai toujours, de faire découvrir à mes lecteurs les choses qui m'ont moi-même émerveillé. À l'âge d'1 mois, soit 2 semaines avant que la famille ne se sépare pour toujours, le petit hérisson ressemble déjà exactement à un adulte. En plus petit, bien sûr. En cas de dérangement, la maman hérisson transporte en général très vite ses enfants dans un nid de secours. Mais parfois aussi, elle les abandonne à leur triste sort. Et d'autres fois encore, quand ils sont tout petits, elle les mange. Dès que les petits sont suffisamment dégourdis, c'est-à-dire vers l'âge de 25 jours, ils partent pour la première fois de leur vie à la chasse loin du nid. Ils suivent leur mère en petits commandos regroupés, ou bien en file indienne, un vrai train de marchandises avec la grosse loco devant et derrière 4 ou 5 wagonnets. Alors ici on a Natacha qui est tout nouvellement arrivée, qui s'occupe de la partie comptabilité. Voilà. Ici
ici, on a la partie saisie des commandes, donc où on enregistre toutes les commandes des abonnés qu'on reçoit, avec Sophie qui est là toute l'année. Ici, c'est la partie infographie. Frédéric travaille de chez elle, donc voilà, elle n'est pas forcément tout le temps dans les bureaux. Ici, on a Christine, normalement, donc la directrice de publication, qui se cache. Voilà, et ici, c'est mon bureau, Aurélie. Et votre rôle dans l'équipe, Aurélie, donc on est une toute petite équipe, donc mon rôle, il est un peu polyvalent. On s'occupe toutes de plusieurs choses. Donc on répond au téléphone, on répond aux abonnés. C'est un plaisir de travailler ici. Quel est le lectorat que vous visez, Pierre Déhomme? Alors, la Hulotte, elle est faite pour les enfants, c'est-à-dire que au départ c'est un journal pour enfants. Maintenant il est lu par énormément d'adultes. On a eu une lectrice qui avait 107 ans, et c'est pas une blague. On a beaucoup de lecteurs adultes, mais je lis avec l'obsession continuelle, surtout au niveau des textes, d'être lu et compris par un enfant de 8-10 ans. On a des jeunes lecteurs de 8 ans. Ce qui veut dire un style simple, ce qui veut dire pas de mots techniques, pas de jargon, surtout pas de mots scientifiques, toujours remplacer les mots ronflants par des termes de tous les jours, à condition bien sûr qu'ils recouvrent la réalité en question, bien sûr. Quelquefois, il n'est pas possible d'échapper aux termes scientifiques. On est obligé de prendre un terme scientifique, mais le moins possible et le plus rarement possible. Est-ce que, dès le départ, ça a été clair pour vous que la Hulotte ne se vendrait que par correspondance et qu'elle ne serait pas présente dans des points de vente? Je n'ai jamais imaginé qu'on pourrait atteindre 100 000, 150 000 exemplaires. Ça m'est jamais venu à l'idée. Ça s'est fait progressivement. Et il se trouve que le modèle économique qu'on a pris tout à fait par hasard, qui était de recueillir des abonnements, au départ, on n'aurait pas pu prendre un autre mode d'action, parce qu'on n'aurait pas été admis en kiosque. Et en kiosque, il ne faut pas oublier qu'il faut donner pratiquement 50% du prix. Donc le prix, il a toujours été très serré. D'autre part, en kiosque, vous devez avoir du bouillon. Et nous, on n'a jamais eu de bouillon, c'est-à-dire que tous les numéros sont vendus. Ils se vendent quelquefois encore 10 ans après, mais on n'a jamais détruit un seul stock. Donc ça permet d'avoir un prix qui est le plus bas possible et d'avoir le moins de gaspillage possible. Comment est-ce que vous pourriez présenter la Hulotte à quelqu'un qui ne la connaît pas? C'est un ovni. Le rythme de parution irrégulier, le fait qu'elle arrive quand elle est prête, la rigueur de Pierre dans la documentation, dans ce qu'il explique aux abonnés, les dessins qui sont quand même fabuleux. L'humour de Pierre qui est quand même très particulier. On a beau relire la Hulotte 4 fois, on va retrouver des petites notes d'humour qu'on n'avait pas forcément saisies. Donc voilà. Dans les numéros de la Hulotte qu'on peut voir, on a toujours une partie de texte, on a des dessins scientifiques, mais on a aussi des dessins humoristiques qui servent à faire passer des messages aux enfants. Est-ce que dans vos inspirations, il y a aussi par exemple la bande dessinée? Oui, bien sûr, j'étais nourri de Charlie Hebdo. Moi, je suis un lecteur de Charlie Hebdo, première mouture, bien sûr, le successeur de l'hebdo Harikei. C'est aussi ça qui m'a donné le désir de faire la Hulotte, parce que le premier Charlie Hebdo, c'était un journal où chaque dessinateur avait sa page. C'était un journal qui était très facile à lire, très amusant, et où il n'y avait pas de grandes tartines de texte. C'était des caractères assez gros. Et d'ailleurs, le premier titre que Cavana avait envisagé de faire pour son journal, c'était « Vite fait, vite lu ». Et moi, c'était mon modèle parce que c'était un journal en noir et blanc, avec juste des dessins, des textes, faciles à lire, une pagination peu importante, et la satisfaction énorme pour un lecteur, c'est d'arriver au bout du journal en ayant tout lu. Voilà, après, je souhaite être lu par les enfants, je veux pas être barbant, je veux surtout pas que la Hulotte ressemble à un cours de sciences nat, avec des schémas, avec des trucs barbants, parce que moi, quand j'étais en classe, les sciences nat me barbaient énormément, donc je veux surtout pas faire ça, et les petits dessins, les caricatures, les blagues, ça permet de déminer ce terrain-là.
on dit des choses sérieuses, le contenu est très rigoureux, très scientifique, mais tout l'emballage doit être amusant, léger, fluide et agréable à lire. C'est capital. Quand je vois l'évolution de l'enseignement de ce qu'on appelait autrefois les sciences naturelles, donc de la biologie, des sciences de la vie et de la terre, je ne peux être qu'inquiet sur la coupure qui se fait de plus en plus entre le monde des humains et notamment le monde des citadins et la nature en général. Et la hulotte est un espèce de trait d'union. Ça permet de comprendre la nature. La lecture de la hulotte devrait être obligatoire dans les écoles. Même en classe préparatoire, à mon époque, on avait à connaître les insectes aquatiques. C'est pas sur la base de mes cours de prépa, c'était sur la base du numéro de la hulotte qui s'appelle, le numéro c'est la mare, et où j'avais moi-même appris, grâce à ce numéro, quels étaient les insectes qui vivaient dans l'eau. Et toutes leurs caractéristiques. Donc j'ai pas révisé à partir de mes cours pour le concours, j'ai révisé avec la hulotte. On a cette notion de vulgariser une information à destination des enfants sans jamais rien sacrifier sur le fond. Voilà, c'est la ligne de crête très difficile et je passe énormément de temps sur les textes, à les travailler, à les simplifier, jusqu'à ce moment où si on simplifie plus, on devient caricatural ou démagogue, ou voilà. Alors ça, c'est une ligne très difficile à tenir. Qu'est-ce qui permet de distinguer les yeux fermés une troupe de grues en vol d'un vol de cigognes, de mouettes ou de hérons? Réponse: les grues crient. Elles crient, crient, crient sans arrêt. Un appel toutes les 10 à 15 secondes en moyenne. Gros, 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 gros. Bien entendu, il est possible de surprendre à l'occasion une troupe de grues filant au-dessus de votre tête dans le plus parfait silence, tels des fantômes. Pierre Déhomme, est-ce que ces promenades aux alentours de Boultaubois vous aident parfois à trouver vos futurs sujets pour la hulotte? Trouver les futurs sujets, oui et non. C'est une forêt, donc on ne voit que des espèces forestières. Par contre, c'est un endroit où je réfléchis beaucoup en marchant et j'ai souvent eu des bonnes idées qui me sont venues en me baladant, mais c'est surtout le fait de marcher en réalité. Le fait de marcher stimule l'imagination et ça m'arrivait souvent de travailler, de prendre mon plan-notes et de faire 6 ou 7 kilomètres à travers bois en réfléchissant à tous les éléments du plan-notes et comment je pouvais les aménager, comment je pouvais présenter mon sujet, par quel artifice je pouvais présenter l'espèce de la façon la plus adaptée possible. Est-ce que par exemple, l'animal va se présenter à la première personne, faire un récit de sa vie? Ou est-ce que ça va être une interview? Ou est-ce que ça va être un autre procédé, un dialogue ou toute autre idée? Ça, c'est pas évident à trouver comme biais. Et c'est souvent en marchant que j'arrive à résoudre ce genre de problème. Lucille de Mézy, vous avez consacré votre mémoire de recherche à la hulotte. Est-ce que vous avez observé une évolution depuis 50 ans? En tout cas, il y a un perfectionnement, ça c'est clair et net. C'est marrant par exemple de se rendre compte que dans l'un des tout premiers numéros, l'un des 5 premiers de la hulotte qui est en grand format, qui a été publié, il y avait un petit dessin qui représentait les coucous dans leur nid.
Et ce qui est très frappant, c'est qu'ensuite, le numéro 39 est consacré au coucou et c'est le même dessin qui est refait, mais dans une qualité et un détail qui n'a plus rien à voir. Donc le fait que cette revue soit le fait d'un auteur unique, ça permet de voir cette personne évoluer aussi dans son processus de création, cette personne étant en plus autodidacte, et on a un vrai perfectionnement de la revue avec un souci toujours plus important au détail, toujours plus proche du scientifique et en même temps toujours plus drôle et intéressant. Enfin, on sent qu'il y a une volonté de perfectionner les procédés pédagogiques à l'œuvre dans la revue. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on constate. Pierre Déhomme, la Hulotte a été créée en 72 avec une idée d'urgence de protection de la nature et de l'environnement. C'était le sentiment qui vous habitait à l'époque. Aujourd'hui, 50 ans après, comment est-ce que vous voyez les choses ? C'est assez complexe parce qu'il y a des points qui se sont améliorés d'une façon très sensible. Si à l'époque on m'avait dit que le castor reviendrait dans les Ardennes, que la cigogne noire, qui est un oiseau vraiment rarissime à l'époque, deviendrait, sinon courante, on devrait qu'elle redeviendrait nicheuse dans le département et dans la France, que le faucon pèlerin, au lieu de disparaître, allait petit à petit se réimplanter, et ainsi de suite. Je pourrais citer beaucoup d'exemples, j'aurais pas cru. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, il y a quand même une amélioration sensible dans la préservation des espèces. Et puis à côté de ça, vous avez une aggravation générale sur la planète de la pollution, de la désertification, de la destruction des espèces, et puis aussi du grand danger qui est en train de se profiler, qui est celui des introductions de plantes et d'animaux qui prolifèrent, n'étant pas dans leur niche écologique, n'étant pas contrôlés par d'autres espèces, et qui finissent par s'implanter partout en étouffant les espèces qui occupaient précédemment cet espace. Donc c'est très complexe, mais je pense que globalement, la destruction va beaucoup plus vite que les quelques améliorations si peu probables qu'elles aient été à l'époque. C'était les 50 ans de la Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Avec Pierre Déhomme, père de la Hulotte, Claire Ménissier, documentaliste de la Hulotte, Aurélie, membre de l'équipe administrative de la Hulotte, Philippe Caruette et Léa du parc ornithologique du Marcanterre, Lucie de Mézy, auteur d'un mémoire